Précédemment, au pays du loup, j'ai vu nos voisins castors déjouer les plans de Patte Blanche et de Hiawatha, le couple fondateur de la nouvelle meute des Manitou. Une famille de grues du Canada partageait le territoire des merles bleus, tandis que le couple de pluviers-killdeer nichant dans la clairière du cul-de-sac s'habituait au va-et-vient des loups, dont les marquages olfactifs tenaient à distance les autres prédateurs. La nature nous propose tellement d'avenues que nous manquons de temps pour en explorer toutes les possibilités. La région des plantations retient notre attention, car jusqu'à présent, c'est le meilleur endroit pour observer les Manitou. Ces jours-ci, mes parents et moi faisons souvent le guet près d'un plan d'eau très animé. Les canetons garrots à œil d'or sont déjà éclos. Les maîtres du marais, un couple de tirs en tri-tri dont la femelle se hâte de terminer le nid. Le mâle ne participe pas aux travaux. Ces moucherolles doivent leur nom de tyran à l'agressivité légendaire avec laquelle ils défendent leur site de nidification. Les autres habitants du marais, comme le Kiskaï bronzé et les garrots à œil d'or, n'ont pas à se plaindre de leurs voisins, du moins jusqu'à présent. Au rythme où la femelle travaille, le nid sera bientôt terminé. Un chemin abandonné longe les deux côtés de l'étang. Du haut de son perchoir favori, le mâle tyran voit régulièrement Patte Blanche ou les autres membres de la meute des Manitou. Plusieurs oiseaux nichent eux aussi dans le voisinage, tels la paruline masquée et le bruant des marais. J'ai un faible pour les hirondelles bicolores. Le jaseur d'Amérique, un membre huppé de l'aristocratie aviaire. Ses comportements sont particulièrement intéressants au temps des amours. Le mâle et la femelle collaborent à la construction du nid et s'échangent des cadeaux pour sceller leur union.
Curieusement, les tyrans tolèrent volontiers les jaseurs amoureux. Nous ne pensions jamais filmer les deux espèces ensemble, ou si près du site de nidification des redoutables moucherolles. La nature n'a pas fini de nous étonner. À quelques kilomètres de l'étang des Tyrans, une rencontre entre les grues du Canada et un gros ours noir jette le doute sur l'espèce qui aura, cette fois-ci, préséance sur l'autre. L'enjeu? Se déplacer en paix sur le chemin des plantations. Le détour tenté par l'ours ne fait qu'augmenter la méfiance du parent grue. Finalement, l'ours change de direction pour s'éviter l'attaque des grues. C'était beaucoup plus calme dans la clairière du cul-de-sac. On pouvait observer la vie animale pendant des heures dans cet espace hors du temps, où régnait une paix réconfortante, surtout le soir, quand les grives solitaires se mettaient à chanter. À moins qu'un loup s'avance vers leur nid, les pluviers qu'ils dirent ne donnaient plus l'alarme. Le succès de leur nidification était loin d'être garanti. Chaque fois qu'on se dirigeait vers notre poste de guet, on se demandait si les œufs seraient encore là. On osait à peine imaginer ce qui allait se passer quand les poussins pluviers se mettraient à courir partout. Mais on se disait que parfois la vie, ou l'instinct, fait bien les choses. C'était le cas pour la famille de grues du Canada, qui avait eu la bonne idée de quitter la plantation des merles bleus juste avant que les Manitou l'adoptent pour leur déplacement. Hiawatha est en chasse.
même avec l'aide de son fils Lewis. Terrasser cet orignal serait difficile. Hiawatha se rabattra sur une proie moins dangereuse. Les merles bleus sont les témoins impartiaux des relations complexes qui lient les grands herbivores et les loups. Quelques heures plus tard, dans la clairière du cul-de-sac, Hiawatha et Patte Blanche arrivent au même moment. Le père de famille semble épuisé. Son estomac est rempli de nourriture qu'il ira régurgiter à la tanière pour les louveteaux après un repos bien mérité. On espérait que Patte Blanche aille le rejoindre dans le but d'observer le retrouvaille. Mais aux yeux de la louve, certains moments sont trop intimes pour être partagés. Pendant que Hiawatha roupille, Lewis monte la garde au marais des Tyrans-Tritri. Un des castors a été capturé par le chef de meute et le jeune loup a pour mission de protéger les restes contre les pillards. La prédation, survenue en fin d'après-midi, a perturbé le calme des lieux. Le fait que Lewis demeure sur place inquiète surtout la canne Garrot à œil d'or, qui devra prendre son mal en patience, car le gardien sera présent jusqu'au retour de Hiawatha. Lewis fait preuve d'abnégation et de discipline en résistant à l'envie de désobéir et de manger un morceau. Les oiseaux reprennent leurs activités normales, tandis que les castors endeuillés se cantonnent dans leur hutte. Dans la clairière du cul-de-sac, Hiawatha n'a pas oublié ses devoirs de père. Malgré sa fatigue, il doit aller distribuer le fruit de sa chasse aux louveteaux qui l'attendent à la tanière. Loin des réjouissances familiales marquant la tombée de la nuit, Lewis ne dort que d'un œil.
Avant d'en confier la surveillance à Lewis, Hiawatha avait sans doute recouvert les restes de sa proie avec de la terre, des branches ou de la mousse, pour limiter la propagation des odeurs attirantes. Il avait ensuite uriné sur le site, en guise de mise en garde. Avec de telles précautions, même le plus rusé des renards n'aurait jamais accès à la proie du chef de meute. Mais que ferait le jeune gardien si, au cours de la nuit, un ours passait par hasard près du marais des tyrans? Il avertirait ses parents. Un loup inquiet aboie pour signaler un danger aux membres de sa famille ou tenter d'intimider un indésirable. Ce comportement est d'ailleurs très semblable à celui de la plupart des chiens, sauf que Lewis n'avait pas besoin d'être dressé pour la garde. Il savait instinctivement que les aboiements effraient les ours, qui n'ont pas intérêt à voir la meute se pointer. Cette nuit-là, Hiawatha est certainement retourné se remplir le ventre. Et Lewis a eu la permission de manger les derniers restes du castor. Nous avons peu d'images des caches et des carcasses appartenant aux loups, car ils auraient pu prendre ombrage de notre intrusion près de celle-ci. Nous ne voulions pas risquer de mettre en péril notre bonne relation avec les Manitous, simplement pour montrer des proies ensanglantées ou d'autres scènes à sensation que trop de documentaires se plaisent à diffuser. Nos rapports avec les loups reposaient sur la confiance, parce que c'était la seule façon d'observer la famille de pattes blanches à long terme. Quand nous n'étions pas en train de faire le guet dans la région des plantations, de belles observations fauniques nous attendaient au camp de base. Chaque année, un petit animal devenait notre mascotte. Il y avait eu un lièvre, des tamias et un écureuil roux, mais en 2010, nous avons décerné le titre de mascotte à une belle grosse marmotte que nous appelions Gadelle. Elle était adorable. En étudiant le comportement de Gadelle, on s'est rendu compte qu'elle changeait souvent d'abri, un signe évident qu'elle cherchait à s'établir. Cette marmotte vagabonde aimait bien se déplacer par les rochers le long du lac. Elle s'aventurait parfois jusque dans les parages de la baie des Rondouillets. Ce printemps-là, nos voisins castors avaient eux aussi une mascotte. Depuis une semaine, le toit de la hutte des Rondouillets est la scène des performances vespérales d'un butord d'Amérique. Les rongeurs ne s'en soucient guère. Ils portent attention à l'oiseau seulement lorsqu'ils doivent accéder au sommet de leur hutte. Sa présence suscite, chez le patriarche, un mouvement d'impatience, sans plus. Le territoire des Rondouillets excède largement les limites de la baie, tout comme celui de leur mascotte.
En fait, on aperçoit souvent l'oiseau près de la petite rivière où le lac se déverse. C'est là que les castors entretiennent le barrage qui maintient les eaux du lac à un niveau stable. Cette autre tribune s'avère idéale pour un butard célibataire voulant attirer une femelle. Les rondouillets et leurs mascottes passent beaucoup de temps ensemble. Je pense que les rongeurs apprécient le talent de guetteur des oiseaux. Ils travaillent l'esprit tranquille tant que l'échassier demeure aux aguets. En plus du butard, la paruline masquée et la paruline jaune peuvent aussi détecter un danger. Si le chant des oiseaux s'arrête, gare au loup. C'était toujours excitant de rencontrer un loup, un ours ou un orignal, en dehors du contexte de guet passif que nous faisions à partir du véhicule. Dans la mesure du possible, on évitait de se promener à pied dans les clairières et les sentiers des loups, car même si Patte Blanche se montrait assez tolérante, on ne savait pas comment Hiawatha pouvait réagir. Mon père Reynald adore les fleurs sauvages, surtout les orchidées. S'il aperçoit une plante rare, rien ne peut l'empêcher d'aller la filmer. Des cypripèdes à caules ont colonisé les plantations sillonnées par les Manitou, et parmi eux s'épanouissent quelques spécimens blancs ou beiges. Le cinéaste est aux anges à l'idée d'immortaliser ses beautés. Je le laisse seul avec ses trésors. D'après la direction où pointe l'objectif de sa caméra, je devine qu'il ne filme plus des fleurs. Hiawatha et Patte Blanche sont de passage, ignorant que mon père se trouve au beau milieu de la plantation. Le couple a flairé et localisé Reynald. Par chance, Hiawatha manifeste autant d'assurance que Patte Blanche.
Ils poursuivent tout bonnement leur route. Admirer les loups dans la jeune pinède, parsemée de buissons fleuris, est un spectacle magnifique. La floraison des laidons, aussi appelée thé du Labrador, fait lentement glisser le pays du loup vers l'été. La vie a repris son cours normal au marais des Tyrans-Tritri. La couvaison, assumée uniquement par la femelle, vient de commencer. J'ai toujours été émerveillée par la façon dont chaque espèce organise sa vie en fonction du cycle des saisons. Je n'emploie pas le verbe « organiser » à la légère. Oui, bien sûr, l'instinct dicte les grandes lignes, comme le besoin de se reproduire et de défendre un territoire. Mais on oublie souvent que pour répondre aux dictats de l'instinct, un animal doit gérer son temps, faire des choix et planifier des activités quotidiennes en utilisant toute l'intelligence que l'évolution lui a donnée. Dans le prochain épisode, nous serons témoins de comportements très révélateurs sur ce sujet passionnant. Hiawatha devra faire preuve d'autorité pour corriger l'impertinence de Légus. Les rencontres entre les loups et les autres espèces créeront des situations tendues. Le retour de l'été attirera, autour de la baie des Rondouillets, des personnages qui ne sauraient passer inaperçus. Un rendez-vous à ne pas manquer, au pays du loup. Vinöke mahingen we hay hay yo hay hay hay